Alors l'école, pour moi, la principale mesure, enfin, on va dire, il va y avoir trois mesures. Euh, c'est d'abord redonner de l'autonomie à nos chefs d'établissement. C'est la politique publique la plus centralisée qu'il soit, c'est l'éducation nationale. C'est un modèle qui a peut-être eu ses vertus, mais qui veut qu'on enseigne de la même façon aux quatre coins du territoire. Et aujourd'hui, le contexte socio-économique est quand même très différent. Et pour nous, il faut maintenir évidemment le niveau d'exigence des différents diplômes, et en mettant des thermomètres, entre parenthèses, hein, plutôt qu'arrêter de les casser. Donc, un thermomètre en CM2 pour l'évaluation, est-ce qu'on est capable d'aller en collège, est-ce qu'on maîtrise lire, écrire, compter, etc. Ensuite, toujours un bon thermomètre en troisième et aussi au baccalauréat. Et donc, de maintenir le niveau d'exigence dans ces évaluations nationales, dans ces trois étapes, mais de laisser là aussi le comment, laisser comment atteindre les objectifs au chef d'établissement, lui c'est l'autonomie pédagogique pour essayer d'atteindre ces objectifs ou d'améliorer les résultats en tenant compte du contexte socio-économique local. Donc ça, c'est le premier point, donner de l'autonomie au chef d'établissement, un peu comme l'enseignement privé sous contrat, hein. C'est-à-dire ils ont un budget, ils recrutent eux-mêmes leurs équipes pédagogiques, etc., etc. Autre réforme, c'est également comment dirais-je, construire une véritable GPEC des enseignants, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est ce qui est valable dans toute organisation qui, entre guillemets, tient la route, hein, que ce soit dans le public ou dans le privé. Moi, je vois un peu ça dans le privé maintenant. J'ai connu les armées qui, pour moi, sont un modèle de gestion des effectifs, je trouve. Et aujourd'hui, le problème d'un enseignant, c'est il n'a pas de perspective, c'est-à-dire qu'il est condamné, entre guillemets, à être en face-à-face pédagogique toute sa vie. S'il le souhaite faire autre chose, c'est difficile de sortir de l'éducation nationale. Et même au sein de l'éducation nationale, si vous voulez passer chef d'établissement, il faut repasser un concours comme si vous étiez à faire des notes de synthèse, des dissertations. Enfin, je veux dire, non, il faut avoir une gestion avec des formations d'adaptation, une gestion souple des emplois et des compétences. Et quelqu'un qui a été enseignant en face-à-face pédagogique, s'il veut faire du management et passer chez des établissements, eh bien, il fait une formation d'adaptation sur la gestion, sur le management, etc. Et ensuite, on le met comment dirais-je, un petit peu à l'essai ou adjoint d'un principal ou d'un comment dirais d'un proviseur. Voilà. Ensuite, s'il veut passer plus dans des fonctions de conception rectorale, là aussi, ça fait partie des opportunités qu'on va laisser à l'enseignant. Si l'enseignant veut, moyennant une meilleure rémunération, enseigner 2 ou 3 matières, pourquoi pas? Enfin, au moins 2. C'est quand même surprenant qu'on soit capable d'être polyvalent en CM2 et qu'en sixième, on soit obligé de spécialiser les enseignants dans une matière. Et enfin, troisième réforme sur l'éducation nationale, c'est fortement revaloriser les enseignants, mais pas sans contrepartie, avec les contreparties que je viens d'évoquer. C'est de dire, OK, on consent une très forte revalorisation des traitements des enseignants, mais en contrepartie, voilà, il y aura une autonomie des chefs d'établissement pour recruter leurs équipes pédagogiques, un peu comme les fonctionnaires territoriaux ou comme l'enseignement privé sous contrat. Et puis, on va vous construire une véritable politique RH avec la possibilité de faire autre chose que du face-à-face pédagogique. Et puis aussi, il faudra accepter de faire de la bivalence, hein, d'enseigner de matières, en tout cas en collège. Hein, en tout cas en collège. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité. Et puis aussi de faire plus de temps de présence dans l'établissement, notamment du soutien, parce que la discrimination sociale, ou en tout cas la reproduction sociale, se fait avant tout en école primaire. Si on rate l'école primaire, et le drame de notre éducation nationale, c'est que là aussi, ce n'est pas une question de moyens. On est les champions. Non, on n'est pas les champions. On est au-dessus de la moyenne européenne en termes de dépenses d'éducation, mais en fait, on voit que c'est déformé. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la moyenne au niveau de l'école primaire, on est largement au-dessus de la moyenne au niveau du secondaire, et après, on est en dessous au niveau du supérieur. Donc, il faut rééquilibrer tout ça et mettre plus de moyens dans l'enseignement primaire où se font, je dirais, toutes les reproductions sociales. Et enfin, pour terminer,